Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Par contre, juste une petite question pour revenir à ma question précédente et qui complète en fait votre discours et votre réponse. La plupart, enfin une grande majorité des pays qui aujourd'hui sont dits développés ne possèdent même pas, ce qui est vrai, le 10e des ressources naturelles et des richesses naturelles de Madagascar. La question qui vient là-dessus, donc, c'est vrai qu'il est indispensable et nécessaire d'avoir des intellectuels à la tête du pays, que ce soit des intellectuels qui sont en place déjà à Madagascar ou qui sont silencieux aujourd'hui, ou des intellectuels qui sont à l'étranger. Par contre, est-ce suffisant dans le sens où la première richesse de Madagascar ou d'un pays ou d'une nation quelle qu'elle soit, la première richesse n'est-elle pas le peuple? Et le souci, c'est qu'on a plutôt l'impression qu'à Madagascar, le peuple malgache, le malgache en lui-même, fondamentalement, dans la vie de tous les jours, n'est pas citoyen, politiquement parlant. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, un malgache ne pense à la politique, aujourd'hui, il subit la politique, et il ne se révolte, en fait, que quand il en a vraiment ras-le-bol. C'est-à-dire ce qui fait que c'est ce qui provoque, en fait, ces crises cycliques tous les 5, 6, 7 ans. Un malgache va subir les exactions d'un gouvernement ou d'un homme politique pendant des années sans rien dire. Il n'y a pas de dialogue entre le peuple et les têtes gouvernantes en fait. Donc est-ce que ça c'est vraiment une réalité ou est-ce que c'est juste une illusion ou c'est une mauvaise communication? Ou c'est une mauvaise communication? Comment pallier à ça en fait? Parce qu'une tête sans les bras et les jambes, en fait, on va pas aller bien loin non plus. Ce qui provoque qu'on a quand même les différents gouvernements qui se sont succédés à Madagascar, même s'ils ont failli, il y a eu parmi ces gouvernements, vous en faites partie, des intellectuels. Ça n'a pas changé grand-chose dans le sens où l'intellectuel ne peut pas se démener tout seul sans le peuple en fait. Donc la question est comment faire pour que le peuple, la tête et les jambes en fait travaillent ensemble de concert. Oui. Et c'est une réalité. Ce que vous dites, c'est une réalité. Quand je parle d'une situation de délabrement, je parle aussi de ce rapport entre gouvernant et gouverné. C'est triste, mais c'est une réalité. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est pourquoi je parle de refondation. La refondation, c'est d'abord quelque chose de global. Mais c'est très dangereux de parler toujours de quelque chose de négatif par rapport à la politique. Parce que c'est la politique qui gère le pays. Les gens qui sont au pouvoir, c'est pourquoi j'ai dit qu'ils ont un gérant Madagascar fictif. Donc il faut rectifier tout ça. Quand on parle de Madagascar, on parle de 85% de ruraux. Mais à Madagascar, on néglige le 85% pour monter un ministère qui ne gère que 300 000 personnes, c'est-à-dire les fonctionnaires. 300 000 personnes à tout casser, ce sont les fonctionnaires. Il existe un ministère qui gère les 300 000 personnes. On n'a jamais parlé de 85%, on a complètement négligé les 85% de la population. Seulement on parle d'eux dans le contexte électoral. Je pense que. Donc à Madagascar, vous savez bien, il y a des citoyens de première zone et des citoyens de deuxième zone. Et quand je parle de refondation, c'est justement pour corriger les erreurs du passé aussi. Les FED préconisent par exemple une couverture sociale élargie vers la population rurale. Vous imaginez les pauvres paysans qui travaillent pour nourrir la population urbaine n'ont pas de couverture sociale. Ce qu'on appelle CSP2, c'est-à-dire de centres de santé de base. Les centres de santé de base en pleine
milieu rural se résume en paracétamol et en mercurochrome. Point, c'est tout. Donc, c'est pourquoi je dis, tout est là. Tout est là dans cette explication dont je viens de parler, ce qu'on a géré en Madagascar depuis. Donc, quand je parle de refondation, donc c'est une opération pour corriger les erreurs du passé. Je parle par exemple, qu'est-ce qui nous empêche par exemple de faire payer par exemple 50 000 francs. 50 000 francs par population active en pleine campagne. Pour que cette population active bénéficie de ton droit à la retraite après. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Mais c'est tout simplement une négligence fatale pour un pays comme Madagascar, où il y a une grande proportion de la population qui vit en pleine campagne. Donc, ce que vous dites, c'est la politique. C'est vraiment une étude de diagnostic que vous venez de lancer tout à l'heure. Donc, c'est très important pour nous et qu'on n'est pas, tout simplement, en résumé, qu'on n'est pas le seul à vraiment identifier ce problème à Madagascar. Il y a aussi vous, et j'espère qu'il y aura une synergie aussi entre nous pour vraiment comprendre et faire comprendre ce qu'il fallait faire à Madagascar. Je disais tout à l'heure que Madagascar est riche. Elle attise aujourd'hui beaucoup de convoitises. On voit débarquer beaucoup de sociétés chinoises, américaines, italiennes, françaises bien sûr. Malgré tout, il est vrai qu'il faut que l'on conserve notre souveraineté nationale. Comment le faire? Il faut avant tout une armée, au moins, sinon forte, du moins disciplinée. Quand on voit ces derniers temps, quand on a vu ces derniers temps le comportement de l'armée, qui est censée être la grande muette, qui donc fait de la politique partisane, quel que soit le côté, quel que soit le bord, ça pose un problème. Que pensez-vous qu'il faille faire de l'armée, que doit-on faire de l'armée, que doit faire le prochain président pour que l'armée retrouve son vrai rôle de défenseur et de protecteur de la nation? Parce que dans l'état actuel, elle est plutôt en délabrement. Oui. Il faut tout simplement une séparation entre le concept militaire et le concept de gouvernance. Moi, je trouve parce qu'en Madagascar, par exemple, c'est tout à fait normal si les chefs militaires font des allégeances au président de la République, parce que le président de la République est chef suprême des forces armées. C'est normal. C'est normal que le président de la République convoque tous les temps les chefs militaires et ils viennent. Mais le président de la République est éminemment politique, les chefs militaires. C'est tout à fait autre chose. Dans un pays où il faut vraiment une séparation entre les deux. Il ne faut pas que le président de la République soit le chef suprême des forces armées. Je suis d'accord que c'est le président de la République, comme aux États-Unis d'Amérique ou ailleurs, qui détiennent tout simplement le droit de déclarer la guerre. C'est normal. Mais ici, on mélange tout. La politique, le militaire, on a même dans la période d'avant, parlé de militaires, de militants en uniforme. Donc c'est tout par-delà. C'est tout par-delà. Donc il faut maintenant